Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2 dans votre magazine quotidien du LGF, le grand forum tous les jours de 16h à 18h. Avec moi aujourd'hui pour m'accompagner une belle équipe, quasi identique que la semaine dernière, pour ne pas dire la même. Monsieur Gamal Abina, fondateur du MDC, bonjour. Bonjour Christophe, vous allez bien ? Ça va très bien, merci beaucoup. Jérôme Bonnet, journaliste, est également avec nous. Bonjour Jérôme. Ravi d'être avec vous pour une émission qui s'annonce passionnante. Absolument, mon cher ami Nasser Lagili, ancien élu et militant associatif. Comment il va mon Nasser ? Ça va, je te remercie, très bien Christophe. Messieurs, aujourd'hui c'est une émission un peu particulière, une émission... nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir une future députée européenne, en tout cas c'est tout le mal que l'on lui souhaite. Madame Rima Hassan est avec nous, bonjour Rima. Bonjour, merci de votre invitation. Merci d'être venu ici sur France Maghreb 2. Alors, j'ai envie de poser la première question à Nasser Lagili. Qui est Rima Hassan ? Alors moi j'ai préparé un petit texte pour expliquer toutes... les polémiques et ce qui se passe en ce moment. Donc en général, les polémiques et les attaques personnelles révèlent le caractère de la personnalité attaquée. Nous pouvons dire que c'est le cas de Rima Hassan. En effet, Rima Hassan subit des attaques frontales de la part des médias français, pendant que toute la fachosphère semble prendre un malin plaisir à se défouler sur les réseaux sociaux. Tellement omniprésente qu'elle est arrivée en tête des discussions sur Twitter pendant toute la semaine dernière. Le nom de Rima Hassan suscite désormais la curiosité de nombreux internautes qui se demandent qui elle est vraiment. À travers ses diverses apparitions médiatiques, elle se révèle être une femme mature, brillante et intelligente, n'ayant besoin de personne pour se défendre. Sur les plateaux de télévision, elle démontre une maîtrise parfaite des enjeux du conflit israélo-palestinien. Elle recadre avec éclat les journalistes qui tentent de la provoquer. Plus les élections approchent, plus les médias tentent de l'attendre des pièges, mais Rima Hassan reste imperturbable. Des hostilités sont même lancées à son encontre avec une convocation pour apologie au terrorisme. Pourtant, au lieu de la discréditer, ses attaques ne font que la renforcer et sa popularité ne fait qu'augmenter. Elle attire même les sympathisants de d'autres partis politiques où sa personnalité résonne avec eux. On en vient même à se demander qui est la tête de liste de la France insoumise. Le nom de Rima Hassan est sur toutes les lèvres, reléguant Manon Aubry au second point. Il est donc essentiel de rappeler que si vous souhaitez voir la brillante candidate Rima Hassan devenir députée européenne et vous représenter au Conseil européen pour défendre la cause des Palestiniens, ainsi que tous les autres sujets importants de notre société, il faut bien évidemment voter pour Manon Aubry. Le message serait d'autant plus fort de voir une franco-palestinienne siéger pour défendre nos valeurs de liberté, d'égalité et surtout de fraternité. Bon vent à toi, Rima, et sache que nous sommes fiers de toi et de ce que tu représentes. Merci. Quel accueil, hein ? Merci. Franchement, Je suis extrêmement touchée. c'est sur France Maghreb 2, vous vous en souviendrez. Hein ? Surtout dans le climat actuel. Alors C'est justement, pas d'être reçu comme ça. le climat actuel, parlons-en, Rima Hassan, justement. Alors, est-ce qu'on peut dire que tout a démarré depuis que Arthur a mis un post sur vous, faisant même de vous une cible, hein, quelque part. Et c'est là que vraiment la fachosphère s'est vraiment déchaînée sur vous. C'est parti de là, Rima ? Alors, c'est parti bien avant en réalité, parce que j'ai commencé à être médiatisée en France sur des plateaux télé, notamment sur l'émission de C'est ce soir. Oui. Donc ça date quand même de janvier dernier. Hein. C'est très important, moi, de resituer ma parole militante en dehors de cette actualité brûlante. Et à ce moment-là, j'ai commencé à être ciblée par des menaces de mort, de viol. Mon numéro avait été divulgué et mon adresse également. Et ensuite, il y a eu effectivement une couche, disons, beaucoup plus médiatisée, qui est celle de l'affaire Forbes, où Arthur avait pointé le classement de Forbes dans lequel Vous deviez dans lequel j'ai été classée. J'ai été classée en août et en fait c'était la soirée de remise des trophées qui devait se tenir en mars. Qui a été annulée pour des raisons de sécurité. Et en réalité, elle est surtout annulée en raison des pressions et pour invisibiliser le fait qu'une Palestinienne comme moi soit présente sur ce classement de 40 femmes qui font rayonner la France à l'international. Et effectivement, ça a été annulé dans ce contexte. Et il y a eu
un défouloir. Et qui continue d'ailleurs. Qui continue davantage. sous des formes différentes, effectivement. Mais ce que j'ai eu l'occasion de dire et que je réitère ici, c'est que il y a un continuum entre ce que subissent les Palestiniens en Palestine et ce que subissent les Palestiniens en diaspora. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'on est pourchassé pour ce qu'on est, même quand on est dans des positions qui sont comme les miennes, de se référer au droit international. Je suis pourchassée dans ma vie intime, professionnelle, et tout est fait pour que je ne puisse pas avoir un espace ou du pouvoir d'agir ou d'influer sur la question palestinienne. Le droit international, vous en connaissez quelque chose puisque vous êtes titulaire d'un master en droit international, justement. Il y a eu confusion peut-être, et peut-être l'occasion de réitérer, enfin de préciser votre pensée aujourd'hui. Vous êtes favorable à quelle situation? On a beaucoup entendu dans votre bouche, la Nakba. Et je sais que ça résonne chez vous puisque votre père a été exilé, je crois, dès 48. Toute ma famille, en fait, mes 3 grands-parents, j'ai 3 grands-parents palestiniens et une grand-mère qui est syrienne, qui a épousé mon grand-père en Syrie. Ma famille paternelle et maternelle viennent donc de la Palestine. Ils ont été expulsés pendant la Nakba. Donc le terme que j'utilise, moi, c'est survivants de la Nakba. Et depuis 5 générations, nous avons vécu dans les camps de réfugiés de 1948, donc dans le camp de Nerab, dans lequel mes parents sont nés, dans lequel je suis née. Nakba qui signifie la catastrophe. La catastrophe, Nakba, absolument. effectivement, c'est la catastrophe en arabe littéraire et qui fait référence à l'expulsion de 800 000 Palestiniens sur 1,4 million. Donc le terme de catastrophe fait écho véritablement à cette histoire de dépossession du peuple palestinien qui a commencé avec ce nettoyage, ce que Ilan Pappé, un historien israélien, appelle un nettoyage ethnique. Et d'ailleurs, je renvoie les gens qui nous écoutent à son livre qui a été réédité là avec La Fabrique. Rima Hassan, vous êtes favorable à 2 États. Quelle est un petit peu votre vision des choses? Alors moi, il faut bien comprendre que j'ai pas une posture idéologique, j'ai une posture sur le sujet qui consiste à pouvoir espérer. J'appartiens à une génération qui a un prisme qui est celui de l'égalité de droit et de l'apartheid, qui a vu s'émietter la solution à 2 États sous nos yeux, puisque je rappelle qu'il y a 800 000 colons en territoire palestinien. Et mon idéal, j'ai toujours dit, avec ou sans mandat politique, mon idéal restera toujours un État binational, c'est-à-dire qu'il faut sortir de cette logique de séparation, d'enclave qui est faite aux Palestiniens partout où ils s'installent, parce que c'est ce qu'ils subissent aujourd'hui avec des réalités différentes, avec d'un côté un blocus et de l'autre une colonisation, une occupation. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire, c'est que étant engagé maintenant politiquement, il n'y a rien qui est fait sur le plan politique, diplomatique pour avancer sur une solution politique d'un État binational. Tout ce qui est fait et tout ce qui est défendu par les Palestiniens eux-mêmes auprès des Nations Unies, des instances internationales, quand on regarde les plaidoiries qui ont été présentées devant la Cour internationale de justice, par exemple, tout est fait dans le cadre des 2 États. Donc moi, ce que je dis, c'est que j'irai avancer, si j'ai un mandat politique demain, j'irai avancer là où c'est possible d'avancer. Donc si on peut à minima se dire que la première étape, c'est mettre les Palestiniens à égalité des Israéliens avec la reconnaissance d'un État palestinien, si c'est ça sur lequel on doit avancer, il faut y aller. Mais je garderai un idéal en tant que personne concernée palestinienne qui est un idéal d'un État binational. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui penser que la possibilité de 2 États vivant côte à côte, au vu de la situation du moment, est-ce que ça paraît réalisable? Ce qui est sûr, c'est que très honnêtement, ça se joue maintenant. Et moi, c'est aussi la raison de mon engagement. Parce que c'est un engagement qui est difficile, qui coûte à ma famille, qui coûte à mes proches. Mais je suis convaincue que si rien n'est fait dans les prochaines années, on est face à un risque de disparition du sujet politique palestinien. Donc, et ce que je dis aussi, et c'est important de le rappeler, que si la solution à 2 États échoue, les Palestiniens ne disparaîtront pas. Et leurs revendications politiques, encore moins. Et donc, tôt ou tard, il va falloir composer avec cette question d'égalité de droit et la fin d'un régime d'apartheid et avancer vers une autre perspective politique. Alors, la cause politique, justement, vous en parliez, l'engagement en politique, c'est venu comment et pourquoi vous avez pris cette décision de vous investir en politique et en particulier chez LFI? L'engagement politique, pour moi, il fait écho à 2 choses. Qui convergent l'une vers l'autre, c'est la rencontre et le moment. C'est-à-dire que vous pouvez considérer que c'est le bon moment pour vous, mais en fait, vous ne rencontrez pas le bon parti ou les bonnes personnes pour vous lier à elles. Voilà. À l'inverse, vous pouvez rencontrer les bonnes personnes, mais considérer que c'est pas le bon moment. Vous avez un boulot, vous attendez des enfants, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, voilà, une convergence de choses qui font que c'est peut-être pas le bon moment pour vous.
Moi, je suis vraiment sur un alignement voilà, sur ces deux questions, à savoir que c'est le bon moment, parce que c'est pas le bon moment, malheureusement, c'est qu'il y a une urgence du moment, qui est ce qu'on est en train de vivre actuellement, un génocide à Gaza et un nettoyage ethnique basé sur la colonisation et l'occupation en Cisjordanie. Et ma crainte, c'est vraiment cette disparition du sujet politique palestinien. Donc il y a ce moment d'urgence, et ensuite il y a la rencontre, c'est-à-dire que je suis alignée avec les positions qui ont été celles de la France insoumise, que je trouve très courageuse. Ça a été les seuls à se référer très vite au droit international, très vite à exiger un cessez-le-feu. Et on constate bien que 6 mois après, c'est les Nations Unies qui sont en train de discuter pour arriver à aboutir à un cessez-le-feu. Donc on voit bien qu'ils ont eu une position qui a été claire, courageuse. Et donc, cet engagement politique, il s'inscrit dans ces deux points que je viens de vous exposer, à savoir la bonne rencontre et le bon moment. Vous êtes consciente aujourd'hui que Rima Hassan, c'est vous qui faites la campagne pour LFI, clairement. Aujourd'hui, on vous a classé pourtant 7e. Comment on explique ça ? Non, je veux saluer, alors je vous remercie pour votre accueil et la manière dont vous m'avez aussi introduite, mais je veux vraiment saluer l'effort, le travail qui est fait par Manon Aubry. Manon Aubry, c'est quelqu'un d'extrêmement minutieux, elle est définie partout au sein de Oui, nos on mouvements. parle plus de Rima Hassan que de Manon Aubry, Oui, hein, mais pardon. justement, c'est là où c'est un peu traître, parce qu'il il faut être juste. Manon Aubry vient de faire un mandat de 5 ans, elle a une technicité de tous les sujets européens qui est extraordinaire. Bon, si vous ne l'avez pas encore discuté avec elle, il faut le faire. C'est quelqu'un qui a une maîtrise des sujets de fond qui est hyper important. Donc elle est à la bonne place, c'est-à-dire qu'elle a une place de leaduse, d'une femme qui porte la liste. Maintenant, il y a des sujets d'actualité et surtout, je crois, des sujets de polémique, avec, on y reviendra tout à l'heure, cette convocation pour apologie du terrorisme, qui prennent, à mon sens, déjà trop de place. Moi, ce n'est pas une médiatisation que je cherche particulièrement. Je vais faire aussi campagne sur le terrain. Les gens qui nous écoutent et qui sont dans des difficultés du quotidien, franchement, je pense qu'ils en ont un peu rien à faire, que je fasse la une des médias. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on aille les rencontrer et qu'on réponde à leurs questions et qu'on puisse les embarquer avec nous pour ces élections. Donc oui, il y a une médiatisation. Mais il ne faut pas oublier que derrière, on a surtout un travail de fond et une vision commune à porter et qui est portée par Manon Aubry. Alors avant de laisser place à mes camarades, je termine ce mini-entretien avec Rima Hassan, qui est notre invitée aujourd'hui. Vous en parliez, vous y faisiez référence à ce fameux rendez-vous du 30 avril. C'est un cadeau d'anniversaire qu'on vous a fait ? C'est vrai qu'effectivement, ça coïncide... 2 jours après mon anniversaire, cette convocation. Donc, je vais fêter mes 32 ans au commissariat. Mais non, mais je sais pas trop comment le prendre. Vous êtes sereine ? Je suis très sereine. Ouais. Je suis très, très sereine. La date n'a pas été choisie par hasard, selon vous ? Je sais pas du tout, je pense pas que ce soit lié à ça, parce qu'il y a plusieurs Quelques convocations. quelques jours avant la dépôt des listes, par exemple. Oui, non, mais ce qui est sûr, mais là, ça concerne pas que ma convocation. Je pense que c'est toutes ces convocations qu'on est en train de voir, elles surgissent effectivement à un moment de campagne électorale. En plus, elles ciblent essentiellement des gens de l'opposition politique, donc c'est effectivement extrêmement problématique, liberticide, et notre rôle c'est de le dénoncer. Mais je suis extrêmement sereine parce que moi, je suis pas responsable de la manière dont on interprète mes propos. Je suis responsable de ce que je dis, de ce que je porte. Je suis responsable de mon combat. Et sur ça, convocation, pas convocation, je bougerai pas sur mes positions. Alors il y a un avocat qui s'est permis de vous apporter des conseils, c'est Juan Branco, qui vous dit ne vous rendez pas à cette convocation du 30 avril et attendez d'être élu député européenne, comme ça vous serez protégé. Qu'avez-vous à lui répondre ? Non, parce qu'en plus, les autorités ont les moyens de vous mobiliser, enfin de vous convoquer à une garde à vue pour pouvoir être entendu. Et puis par ailleurs, quand on est engagé en politique, je crois qu'il faut aussi donner l'exemple. Donc j'ai absolument rien à me reprocher. C'est une audition libre, je m'y rendrai et je répondrai aux questions. Et il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et visiblement, vous n'êtes pas la seule, puisqu'on a appris que Mathilde Panot serait elle aussi convoquée pour apologie du terrorisme. Ça devient à la mode aujourd'hui en France ? C'est ce dont on va discuter, je crois, là aussi. Qu'est-ce que ça dit de notre société ? Qu'est-ce que ça cible ? Quelle utilisation est faite de ce qualificatif ? Et comment nous devons de nous mobiliser et d'appeler à un sursaut vraiment démocratique, citoyen, pour protéger ces libertés qui sont les nôtres. Est-ce que le fait d'être palestinienne, Rima, a un sens pour que vous entriez
Parlement européen, c'est une voix palestinienne que vous allez faire entendre? Moi, j'ai eu l'occasion de le dire, je pense que les Palestiniens vont libérer le monde qui prétend les libérer. Donc, bien sûr qu'il y a un sens. Jolie formule. Les Palestiniens, je ne suis pas que palestinienne, mais je veux dire, cette partie de mon identité, c'est une partie de mon identité dans laquelle je trouve énormément de dignité, de force, de résilience, de sens, d'assises aussi dans mes combats. Et pour moi, effectivement, il y a une boussole. L'identité palestinienne, c'est une boussole. Le combat palestinien, c'est une boussole. C'est une lutte qui est extrêmement structurante sur énormément de sujets. C'est une lutte antiraciste, décoloniale. C'est une lutte universelle. C'est une lutte qui fait écho à la quête des peuples d'embrasser leur indépendance. Donc, c'est une lutte qui est structurante pour moi. Donc, ça fait effectivement sens et elle me guide tous les jours. Est-ce qu'on peut dire que le mot qui caractérise le mieux le peuple palestinien, c'est bel et bien la résilience? Oui, mais il faut faire attention à une chose, c'est d'éviter de rentrer dans la glorification de l'identité palestinienne. Parce que moi, je le vis aussi, c'est qu'on a une identité palestinienne sur laquelle énormément de choses sont projetées, de fantasmes aussi, il faut dire ce qui est. Les damnés de la terre. Ouais, les nouveaux damnés de la terre. et puis en fait, il faut ni nous réduire à un statut de victime, ni nous réduire à un statut de résistant et glorifié. Mais il faut nous prendre tels que nous sommes, et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que parfois l'identité palestinienne, elle est essentialisée. Et le risque avec ça, c'est de l'appréhender avec beaucoup de superficialité. Il y a plein de sujets auprès desquels on passe quand on appréhende le sujet palestinien de cette manière. Et du coup, on passe aussi à côté de ce qu'est en fait la société palestinienne, qui est une société complexe à tout point de vue, politiquement, même sur les mouvements religieux, même sur des sujets de société. Et c'est ça, il faut aussi l'embrasser. Donc oui, c'est un peuple, je crois, profondément résilient. Mais il faut aussi faire attention à ne pas glorifier cette résistance et cette résilience. Comment vous expliquez qu'en France aujourd'hui, de parler Palestine, ça devient aussi risqué, tendu, alors que même en Israël, par exemple, les débats sont beaucoup plus ouverts? Alors, il faut attention avec cette formule, parce qu'en Israël, par exemple, vous n'avez pas d'images qui sont diffusées de Gaza. Tout à fait. Ouais. Donc, il n'y a pas tellement Non, de mais je débats. parle de la presse, par exemple, vous prenez un journal comme Oui, Haaretz, oui. qui a été beaucoup plus loin que certains journaux en France. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a une difficulté en France. Mais comment on l'explique? Oui, dans les pays européens, à se saisir de cette question, parce qu'il y a une mémoire. Il y a une mémoire. C'est la culpabilité de la Shoah, c'est ça que vous voulez dire? Je pense pas que ce soit ça qui soit convoqué, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une mémoire européenne. Villepin l'a très bien rappelé d'ailleurs quand il disait que pour nous Européens, notre mémoire c'est celle de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah. Pour beaucoup de gens à travers le monde, la mémoire c'est la décolonisation. Et donc je crois que on est en France, il faut savoir aussi où on situe notre discours et ce sujet. On est en France, dans un pays qui a une mémoire qui est extrêmement chargée à l'endroit du peuple juif, et que c'est un sujet qui est très difficile à amener, qui plus est parce qu'on est aussi dans un pays où il y a quand même deux communautés qui sont très importantes en nombre, qui est la communauté juive, la troisième communauté la plus importante après Israël et les États-Unis. Et en France, on a aussi une communauté dite arabo-musulmane qui est importante. Et malheureusement, même si je n'aime pas du tout cette caricature, ça peut renvoyer à l'idée de deux blocs qui défendraient les uns et les autres, soit Israël, soit la Palestine, même si c'est beaucoup plus complexe que ça. Et moi, je le vois sur le terrain. Je suis très proche de beaucoup de mouvements juifs décoloniaux avec qui je travaille. Mais ça s'explique par ces quelques réalités qui sont des réalités de mémoire en réalité, et on n'a pas les mêmes référentiels selon d'où on vient. Et encore une fois, c'est ce que a très bien rappelé Villepin, c'est qu'il y a des gens pour qui la mémoire c'est la colonisation, et il y en a d'autres pour qui la mémoire c'est la Shoah, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et donc nous devons composer, moi j'ai eu l'occasion de dire, les morts et les survivants de ces mémoires se regardent aujourd'hui. Et il faut qu'on avance avec les survivants. Rima Hassan, qui est notre invité
jusqu'à ce que on n'en puisse plus. Hein, voilà, On reste essaie de avec nous. négocier. Jusqu'à ce qu'elle prenne la fuite. Voilà, c'est ça, c'est pas prévu au programme. En tout cas, bienvenue Rima Hassan. On continue cet entretien avec des questions de mes camarades Gamal Abina, Jérôme Bonnet, Nasser Lagili, pardon, et évidemment quelques auditeurs, peut-être, on verra. 01 40 33 9000, elle est avec nous, et peut-être la future députée européenne pour LFI, la France Insoumise, le 9 juin prochain. Mais pour ça, il faut voter LFI le 9 juin prochain. Évidemment, à tout de suite. Merci d'être avec nous en direct dans le LGF sur France Maghreb 2 en ce mardi avec Gamal Abina, avec Jérôme Bonnet, avec Nasser Lagili et notre invité Rima Hassan qui est avec nous aujourd'hui. On entend beaucoup parler de Rima Hassan, évidemment Nasser y faisait référence tout à l'heure, en top tweet quasiment tout le temps maintenant. Qu'est-ce qui dérange le plus selon vous Rima Hassan? Est-ce que c'est le fait d'être chez LFI ou c'est votre côté palestinienne? Je crois que c'est une combinaison des deux. C'est plus que ça. Je pense qu'il y a 3 dimensions en réalité. Il y a le fait que ce que je suis parle plus que ce que je dis. Le deuxième, donc ça fait effectivement référence à mon parcours. Moi, je le vois, je suis systématiquement niée dans mon identité palestinienne. Le nombre de personnes qui commentent systématiquement de façon assez... très violent. C'est très violent. Plutôt de manière pathétique surtout, et avec beaucoup de paresse intellectuelle d'ailleurs. Mais le fait que je sois syrienne, qu'au fond, les réfugiés palestiniens, on ne comprend pas pourquoi ils existent. Il y a vraiment une négation de ce que je suis. Donc en fait, il y a des personnes, j'aurais beau articuler ma pensée, la structurer, me référer au droit international, ça ne compte pas pour eux. Il y a des personnes dont l'objectif, c'est véritablement de me nier en tant que palestinienne. Donc ça, c'est la première dimension. Il y a ce que je suis est politique. Mon existence est politique, que je le veuille ou pas. Donc je compose avec. Le deuxième point, c'est le positionnement de la France Insoumise, qui est un positionnement, on l'a dit tout à l'heure, qui a été courageux. Ils se sont exposés, ils ont été attaqués pour leur prise d'opposition, pour leur rappel à un cessez-le-feu, pour leur référence au droit international et pour les dénonciations qu'ils font du crime qui sont commis par Israël. Et la troisième dimension, c'est que j'incarne malgré moi, mais ça je le vois sur le terrain, je crois qu'il y a un effet miroir pour beaucoup de gens dans ce pays qui ont trop longtemps été stigmatisés, invisibilisés, dont la parole a été instrumentalisée, réduite au silence. Et ce que je vois moi sur le terrain, c'est qu'il y a des personnes qui voient en mon parcours et en mon identité, ils se voient d'une certaine manière. Et moi je suis frappée parce qu'il y a des personnes que je vois sur le terrain, là c'était le cas à Marseille, qui s'effondrent vraiment dans mes bras, qui ne sont pas des personnes palestiniennes. Mais ils vivent dans leur chair ce que subit le peuple palestinien au nom de leur mémoire, au nom de ce lien qu'il peut y avoir avec ce peuple-là et le sort de ce peuple-là et leur propre histoire. Donc ça, je l'incarne malgré moi et du coup, il y a une convergence vraiment de ces 3 éléments. Alors, en ce qui me concerne, avant de laisser la parole à mes camarades, il y a deux petites questions encore qui me semblent très importantes à évoquer. Le problème de la France Insoumise, Rima Hassan, c'est que beaucoup de ces militants de la France Insoumise, ou ceux qui pourraient voter France Insoumise, sont issus des quartiers populaires. Le problème, c'est que ça ne vote pas beaucoup dans les quartiers populaires. Est-ce que ça, c'est peut-être une certaine peur qui aujourd'hui vous habite? Non, moi je vais vous dire, c'est même pas ça. Je suis même gênée Je suis même gênée Moi, j'ai pas envie de m'adresser au quartier populaire pour la question palestinienne. C'est universel. Au-delà de ça, c'est une question qui les touche, mais je trouverais ça tellement indécent d'aller dans les quartiers, dans des endroits dans lesquels j'ai absolument pas de légitimité. Moi, j'ai grandi dans un milieu précaire à Niort, mais pas dans des quartiers comme les quartiers nord de Marseille ou les quartiers qu'on a en Île-de-France ici. Donc, je trouverais ça extrêmement insultant, indécent, d'aller voir des gens qui sont là depuis des générations, qui sont mis au banc de la société, d'aller faire un tour juste pour leur demander de se mobiliser pour la question palestinienne. Non, moi, ce que j'ai envie, c'est d'y aller, parce que de toute façon, je suis en campagne et que c'est un public qui me touche, de son histoire, encore une fois, je vous le disais, il y a une question de mémoire aussi, je parle de là où je suis, ils parlent de là où ils sont.
Ça, c'est une réalité. On a des parcours qui se recroisent. Donc, c'est très important pour moi de comprendre comment ces gens-là, je peux les faire rentrer au Parlement avec moi. Moi, Alors- j'ai pas envie de rentrer seul au Parlement avec la cause palestinienne. J'ai envie de faire rentrer avec moi les gens qui me soutiennent et avec eux, leurs conditions, leurs causes, leur voie politique. Rima Hassan, on voit que les commentaires, on en parlait sur Twitter, X aujourd'hui, sont extrêmement violents à votre rencontre. Est-ce que malgré tout, on voit que d'ailleurs, ça n'a pas l'air de vous intimider, mais est-ce que malgré tout, quand même, on est prêt à subir cette fronde quasiment H24 vous concernant? Est-ce que vous y étiez prêt? Est-ce que parfois ça vous touche? Ou alors pas du tout, vous prenez beaucoup de recul par rapport à tout ça? Je pense que le fait d'être palestinienne, on est à peu près à tout. Donc je trouve ça même dérisoire ce que je suis en train de vivre par rapport à ce que le peuple palestinien subit. Donc je n'ai pas envie d'être là aussi dans l'indécence à me plaindre ou à ramener ça à ma personne. Donc moi, le plus grand service qu'on peut me rendre, c'est de m'oublier et de se concentrer sur la question palestinienne, de se concentrer sur cette actualité, de dénoncer le génocide qui est en cours. Moi, après, je me gère. Et d'ailleurs, vous avez une très belle réponse, je crois, hier ou avant-hier, à propos de vos détracteurs. Vous êtes tout petit à côté de la cause que je défends, la cause palestinienne. Oui, j'ai même dit, vous êtes tout petit face à cette résistance palestinienne à laquelle j'ai été biberonnée. Voilà, exactement, c'était la réponse. Gamal Amina, question pour Rima Hassan. Déjà en préambule, je vais commencer par une intervention que j'ai eu l'occasion d'avoir dans une chaîne très à gauche, CNews, qui s'était mise comme d'habitude en situation de... C'est toujours un peu le même principe, 3 contre 1. Donc ça ne me dérange pas, mais là on est arrivé sur un passage où je fais référence à ce grand intellectuel de la télévision qui est Arthur, et qui avait dit que vous aviez eu des propos... J'ai déposé plainte contre Arthur, Et c'est important de le dire. je l'ai dit ce jour-là, d'ailleurs. Et Combien j'ai de dit... plaintes d'ailleurs aujourd'hui, Rima J'en Hassan? suis à plus de 5 plaintes pour le moment, mais je compte pas laisser passer quoi que ce soit et j'irai chercher toutes les plaintes qu'il faut aller chercher pour... C'est sympa, donc on est dans le même sac. Alors moi je suis d'origine algérienne, ce qui fait qu'effectivement vous avez fait référence à l'écho de la centralité historique, à savoir la décolonisation, parce que de l'autre côté ils nous parlent de leur... Alors je refute le terme de Shoah, c'est l'Holocauste. Shoah c'est un terme israélien, je le réfute totalement. Ils ont récupéré une histoire qui n'est pas la leur pour la sioniser. L'Holocauste c'est les Européens, des Juifs européens qui ont été martyrisés. On ne mélange pas tout. Donc ce terme qui n'existe pas dans le monde sauf en France et là-bas, le reste, dans le monde anglo-saxon, on ne dit pas Shoah, on dit Holocauste. Donc simplement pour venir à nos moutons, nous, on est d'origine algérienne, 132 ans d'occupation, la barbarie de la colonisation, une guerre qui a duré 7 ans et demi, je ne parle pas de la barbarie de l'arrivée des millions de morts, mais 7 ans et demi de guerre, c'est 600 morts par semaine. Aujourd'hui, en Palestine, c'est à peu près le rythme tous les 2 jours. C'est vous dire un peu la barbarie est montée à un niveau extraordinaire avec le soutien total de l'Occident. Alors on raconte beaucoup d'histoires comme quoi, soi-disant, le conflit serait... On importe le conflit en France. Le conflit est né en France. C'est les Français et les Anglais qui ont créé ce foyer national juif. Il ne faut jamais l'oublier. Donc ce n'est pas un conflit importé, c'est un conflit qui est né ici. L'idéologie est française au départ. C'est vrai que ça peut étonner parce qu'on parle beaucoup de Herzl et toute cette idéologie. Ça vient des Français et des Anglais qui ont fait le partage du Moyen-Orient avec ce foyer. Ça, je passe de côté. Maintenant, simplement, j'avais dit qu'Arthur était un menteur et qu'il était poursuivi. Vous avez confirmé en justice pour ses mensonges. Monsieur Arthur prend des positions politiques extrêmement tendancieuses alors qu'il est d'origine marocaine, j'ai pas compris, je dis il est disqualifié. Ensuite, on a parlé d'une députée pareil qui mentait à son tour. Et il mentait sur quoi? Sur 2 choses essentielles. Ils ont prétendu que vous vouliez l'extermination d'Israël et ils ont prétendu que vous faisiez l'apologie du terrorisme. 2 stupidités qui tiennent pas la route. Par contre, je me suis rendu compte, et la question que je me suis posée, c'est mais pourquoi est-ce qu'ils ne tiennent pas compte du fait qu'on a exterminé l'État palestinien en 1947? Pourquoi est-ce qu'ils ne tiennent pas compte du fait qu'on nie l'existence des Palestiniens depuis toujours et que Israël, aujourd'hui, avec un État raciste et fasciste, et tout le monde le connaît, qui dit que les Palestiniens sont les animaux humains, déshumanisation, pourquoi est-ce que cet État-là n'est pas mis au banc des nations occidentales? Le reste du monde déjà les a condamnés. Bien simplement parce qu'effectivement, ceux qui soutiennent cet État-là sont ceux qui ont des intérêts dans la région. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire simplement par rapport à ça, moi, la cause palestinienne, j'ai toujours eu dans le cœur, comme tout le monde arabe et comme tous les peuples libres du monde sud, global, comme on l'appelle aujourd'hui. Et aujourd'hui, fort heureusement, les peuples du Nord commencent à suivre. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas réduire ça. Et j'ai envie de dire que souvent on m'attaque sur le fait de dire, moi, j'ai jamais voté LFI, j'ai jamais appelé à voter LFI, et là, je vous le dis clairement, j'appelle à voter, non pas LFI, Rima Hassan, qui est dans LFI.
J'ai une subtilité de langage. Pas parce qu'il y a que la cause palestinienne. C'est parce que dans un pays où l'extrême droite commence à avoir des positions extrêmement tendancieuses et que, pas toute la communauté, mais une petite partie de la communauté juive commence à suivre l'extrême droite, ce qui est complètement délirant, il faut faire barrage à cela et il faut faire barrage pour les questions. Et simplement de rappeler une chose essentielle pour finir, c'est que LFI, je suis un peu long, mais c'est une introduction. C'est la question la plus longue. Oui, c'est ça. L'introduction était longue. LFI n'a pas fait son beurre, contrairement à la propagande d'extrême droite, sur la cause palestinienne. C'est faux. LFI, lorsqu'elle a eu le courage de prendre cette position-là, elle prenait des coups, elle savait qu'elle prendrait des coups, et l'essentiel de ses électeurs sont européens. Il n'y a que 10% de votants des quartiers populaires et ils ne votent pas tous pour LFI. Donc dire simplement que quand ils prennent ce pari, c'est le pari de l'humanité qu'ils ont mis en avant. Et en cela, il faut les accompagner. Alors LFI, je n'étais pas forcément d'accord avec les questions politiques, mais le fait d'appeler à voter pour vous, et je le ferai partout et tout le temps, jusqu'à ce qu'il y ait des résultats, effectivement, ça a du sens parce qu'on a enfin une personne qui va parler non seulement des questions sociales, vous l'avez dit, mais la question palestinienne qui est une question coloniale, il ne faut jamais perdre de vue, c'est pas autre chose, parce qu'il y a des juifs en Palestine, juifs palestiniens, chrétiens palestiniens, musulmans palestiniens qui subissent la même chose. Et donc cette question-là doit être mise au centre du débat. L'Algérie fait le travail, l'Afrique du Sud a fait le travail et on doit continuer à faire ce travail. Donc il ne faut pas essentialiser la question palestinienne sur la question des musulmans de France, ce qui est là essentialiste aussi, mais dire que c'est une question de droit international, c'est bien de le rappeler, et une question d'humanité, tout simplement. Donc du coup, la question simple. Je vais arriver. La question est très simple. Alors, j'ai été aussi poursuivi par les organisations racistes, qui sont d'extrême droite, on peut le dire. Mais j'ai envie de poser la question. Quand Branco vous dit pas y aller, il faut aller au commissariat. Il ne faut pas hésiter. Parce que vous avez la possibilité de pouvoir vous défendre, et non seulement de vous défendre, mais d'inverser la charge de la preuve, d'être dans l'accusation. Donc, est-ce que vous allez effectivement communiquer massivement, et il faut le faire, une fois que cette fausse plainte va être classée sans suite. Comment vous allez communiquer et comment vous allez sensibiliser les gens pour leur dire ne vous laissez pas intimider par des procédures bâillons. Moi, mon objectif, il y a 2 temps. Il y a le temps de cette présentation, il faut que j'aille de cette convocation, donc d'aller effectivement expliciter mon propos et voir ce qu'il en est précisément, parce que je ne sais même pas sur le fond ce qu'on me reproche. Je sais simplement qu'il est question de postes qui auraient été publiés en novembre. Et ensuite, je l'ai dit, il y aura un temps 2 qui sera un temps de combat. Et mon objectif, ça sera de véritablement montrer qui y a derrière ces organisations, comment elles sont financées, en quoi est-ce qu'elles travaillent et en quoi on peut les définir comme étant des lobbies en fait, israéliens, pro-israéliens, qui travaillent pour les intérêts du régime israélien. Et j'envisagerai toutes les procédures éventuelles en justice pour pouvoir dénoncer leur méthode. Rima Hassan, tu es notre invité jusque voilà. Restez sur France Maghreb 2, ça se passe ici en tout cas. Merci d'être avec nous. On va dîner ensemble. Oui, avec grand plaisir. Un dîner palestinien. Restez avec nous sur France Maghreb 2. C'est la suite de l'émission Le LGM sur France Maghreb 2 avec Gamal Abina, Jérôme Bonnet, Nasser Lajili et notre invité Rima Hassan qui est avec nous sur France Maghreb 2, candidate à l'élection européenne 2024 le 9 juin prochain. Ça se passe en un tour. Rima Hassan, on ne peut pas dire que ça soit l'élection qui soit la plus plébiscitée. Bien au contraire, c'est peut-être une des élections qui est la plus boudée. Ça aussi, c'est un paramètre à prendre en compte. Oui, tout à fait. Il y a un taux d'abstention qui est très important. Je pense qu'il y a un désintérêt aussi ou une déception de la chose politique depuis un certain nombre d'années. Il y a des enjeux de démocratisation de cette politique qui se présentent à nous. Mais et les élections européennes semblent pour beaucoup de Français qui sont aussi dans leur lot de souffrances, de préoccupations quotidiennes, être un sujet plus lointain et moins urgent. Donc c'est plus difficile, je pense, effectivement, de mobiliser sur ces élections que d'autres. C'est un défi qui est plus important. Ouais. Jérôme Bonnet, journaliste, question pour Rima Hassan, notre invité en direct dans le LGF sur France Maghreb 2. Alors j'en avais 1000, donc je vais forcément être un peu frustré. Je vais essayer de me raccrocher un petit peu aux thèmes qui ont été évoqués. La première question que je voulais vous poser, il est patent qu'on assiste en France depuis, disons, 7 ans, à une forme de dérive autoritariste. On le constate à 1000 choses. Le fait qu'on ait commencé à tirer dans le visage des manifestants, qu'on interdise des meetings, des manifestations, et donc tout récemment, la criminalisation de l'opposition. Je rappelle juste qu'Alexeï Navalny a été condamné en Russie pour extrémisme. On n'en est plus si loin que ça. Comment vous expliquez ce paradoxe, puisque je rappelle que Emmanuel Macron a été élu 2 fois
pour faire barrage au Rassemblement national. Comment on explique ce paradoxe de ce mouvement présidentiel qui se présentait comme un bouclier contre l'extrême droite et qui finit par lui ressembler de plus en plus? Mais au-delà de lui ressembler, je crois que la Macronie est responsable de par ses échecs, de par tout ce qu'elle a démantelé, de par tout ce qu'elle a posé en fragmentation, quoi, vraiment de la société française, est responsable de la montée de l'extrême droite, en partie. Donc, et moi, ce que j'observe, c'est que sur l'annulation, pour vous donner cet exemple qu'on a eu récemment sur l'annulation de la conférence à Lille, dans les appels à faire annuler cette conférence, il y avait des appels de l'extrême droite, de députés de la Macronie et de la droite. Donc, on voit bien que le dernier rempart, en fait, à tous ces abus, à toutes ces dispositions qui sont libertaires. De la censure. Hein. De la censure, de toutes ces atteintes qui sont portées à nos droits et nos libertés fondamentales. C'est la France insoumise, c'est la gauche. On a vu que même la gauche, il y a eu des commentaires assez maladroits qui ont été... Quelle gauche ? Jérôme Guedj qui a commenté le logo, PS, etc. Le PS, voilà. Donc oui, mais c'est vrai, mais il représentait un peu l'aile gauche du PS. Voilà. Dit, elle a raison. Effectivement, il s'est fait huer d'ailleurs quand il a eu au rassemblement organisé par le CRIF. Oui, en soutien à Israël, où il s'est fait huer en parlant de civils palestiniens. Donc, c'est pas quelqu'un que j'admire particulièrement, mais ce que j'observe, c'est que les seuls qui tenaient bon sur cette dénonciation et sur la nécessité de rappeler nos libertés et ce qui fait socle dans notre société, c'est quand même la France insoumise. Et je veux rappeler qu'on est dans une période où ce courage isole. Et on doit être extrêmement fiers d'être même en minorité parfois dans nos positions parce qu'elles nous honorent et font notre dignité. Nasser Al-Jili, qui a été un ancien élu et qui a été à plusieurs reprises d'ailleurs candidat à l'élection municipale de Gennevilliers pour la France insoumise justement. Absolument. Voilà. Alors, tu t'en es un peu écarté. Je m'en suis écarté, mais bon, je reste toujours un sympathisant de la France insoumise, parce que, et d'ailleurs, ça m'a même renforcé à m'intéresser à la France insoumise depuis le 7 octobre. Parce que c'est pour ça que je voulais faire une petite remarque sur ce qui a été dit juste avant. Je rappelle que la France insoumise n'a pas attendu que Rima Hassan vienne aux européennes pour défendre la cause palestinienne. Il faut rappeler que dès le 8 octobre, ils ont pris une position claire en disant qu'on ne pouvait pas répondre de cette manière-là et de ce qui se passait à Gaza. Et malheureusement, on a eu l'ensemble des organisations politiques de notre pays qui ont soutenu inconditionnellement Israël. Tout à fait. Et ça, il faut le rappeler. À commencer par le président. À commencer par le président de la République. Donc ça, effectivement, il faut vraiment le prendre en compte. Donc moi, je considère, et c'est ce qui nous a montré la déshumanisation de notre société en France, de ce qui est en train de se passer. Donc on a constaté que malheureusement, les Palestiniens ne valaient pas des vies comme les autres. Voilà, on voit ce qui se passe en Ukraine. On a vu que la guerre en Ukraine, tout le monde se révoltait, se disait mais c'est inacceptable ce qui est en train de se passer. Par contre, quand il s'agissait des Palestiniens, parce que je dis bien les Palestiniens, parce qu'on parle beaucoup de Gaza, mais ce qui est en train de se passer en Cisjordanie, c'est très très grave et ça part vraiment dans tous les sens. Quoi. Ça sera même pire, moi j'ai eu l'occasion de le dire, ce qui risque de se passer risque de se passer si rien n'est fait dans les prochains mois, ce qui se prépare en Cisjordanie sera pire que ce qui se passe à Gaza. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pas là pour se défendre, tout simplement. Alors, juste une question. Au-delà de ça, c'est qu'il y a une réalité de toute façon de confrontation directe. C'est-à-dire que là, on a des bombardements massifs de toutes les infrastructures civiles en Cisjordanie. Il y a déjà des attaques faites depuis un certain nombre de temps par des colons. Il y a 800 000 colons israéliens. Donc, ce qui peut se préparer, c'est le pire en termes de confrontation directe. Christophe, armée aussi. Israël, c'est 7 millions de personnes, donc 800 000, c'est énorme en fait. Ouais, bien sûr. C'est plus de 10% de la population. J'ai une petite question, parce qu'on peut pas C'est nier bien, contrairement à Gamal, c'est une petite question. Ouais, on peut pas nier ce qui se passe à Gaza, et moi je le dis sincèrement, je pense que dans les quartiers populaires, les gens ont été très sensibles sur ce qui s'est passé à Gaza, et ça a révélé beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que les gens vont mais je pense, tous ceux qui sont autour de moi, que je connais, qui n'avaient pas
pas l'habitude de voter iront voter le 9 juin. C'est important Donc, de dire qu'ils bien sûr. ont une semaine pour s'inscrire. Absolument. Avant le 1er mai, il faut absolument aller s'inscrire. Vous avez jusqu'au 3 mai, sinon, si vous vous déplacez dans une collectivité. Mais dès le 1er mai, on ne pourra plus s'inscrire, on ne pourra plus en ligne, jusqu'au 1er mai. La deuxième chose, c'est on voit bien la situation de ce qui se passe à Gaza. Moi, j'aurais bien voulu avoir ton regard sur la situation de la politique palestinienne. Je sais que c'est une question qui est très sensible, mais qui doit être aussi abordée et qui doit être aussi soulevée. On a le parti du Fatah qui est complètement absent, qui a plus le contrôle de quoi que ce soit. Mahmoud Abbas, on ne le voit plus d'ailleurs. Il est absent à tous les niveaux. Président légitime. Absolument. On a le Hamas aujourd'hui, qui aujourd'hui a été diabolisé par plusieurs pays. Pas l'ensemble des pays, parce qu'il faudra aussi, à un moment donné, faire le point là-dessus. On peut être d'accord ou pas d'accord. Il y a des gens qui considèrent ça comme une résistance, d'autres qui vont dire que c'est des terroristes, etc. Mais comment on observe la situation en Palestine et vous, toi, Rima, comment tu vois l'avenir de la Palestine sur le cadre politique ? Sur son fonctionnement. Voilà, absolument. Pour moi, déjà, c'est très important de dire que c'est aux Palestiniens de choisir. On est d'accord. Et qu'il ne faut absolument pas refaire les erreurs qui ont pu être faites dans le passé, d'impulser telle ou telle partie ou telle personne. C'est très important d'être exigeant sur des procédés qui soient démocratiques et qui permettent à tous les Palestiniens de s'exprimer. Le deuxième point, c'est que toutes les voies en fait, politiques qui sont précieuses pour l'avenir du peuple palestinien, elles sont en prison. La réalité, elle est là. Marwan Barghouti, par exemple. Marwan Barghouti, par exemple, mais tant d'autres, en réalité. Tant d'autres. Mais le problème, il est là. C'est qu'Israël ne veut pas la paix, fondamentalement. Et aujourd'hui, les acteurs qu'il y a dans le paysage politique palestinien arrangent les Israéliens. On a d'un côté une bureaucratie corrompue de l'autorité palestinienne, qui effectivement ne représente qu'elle-même aujourd'hui. Et puis de l'autre, on a un groupe religieux, il faut définir le Hamas quand même de manière très complète et honnête. C'est d'abord un mouvement religieux, ce n'est pas un mouvement national. Et en cela, il est contestable, à mon sens, dans le sens où, historiquement, tous les mouvements palestiniens ont d'abord une dimension nationale et après, ils peuvent avoir des tendances. Mais, les marxistes aussi, par exemple. Bien sûr, mais un mouvement qui se définit d'abord et qui s'est d'abord structuré en tant que mouvement religieux exclut quand même énormément de choses historiquement sur la cause palestinienne. Faut le rappeler, c'est pas un mouvement national. C'est même pas un mouvement il a même intégré le mot Palestine dans sa définition. Et il y a pas de... On ne retrouve pas le mot Palestine. Si, dans la charte. Non, mais c'est pas la charte, c'est le nom. Je veux dire, quand vous prenez l'OLP, il y a Palestine dedans. Organisation de libération voilà. de la Palestine. Voilà. Donc, c'est un mouvement d'abord religieux qui s'est structuré autour d'une branche politique en deuxième temps, qui a ensuite développé une branche armée, qui a, elle, développé un mode opératoire terroriste, mais comme c'était le cas de plein de groupes armés, etc. Et c'est en cela que moi j'ai dit, il faut distinguer ce que dit le droit international, la légitimité pour des groupes armés à exister, à opérer, qui est reconnue par les résolutions des Nations Unies dans un contexte de lutte pour l'autodétermination. Et d'ailleurs, ces résolutions font référence au peuple palestinien comme étant un peuple qui est en quête de cette autodétermination, à cette indépendance. Néanmoins, il faut distinguer, c'est ce que fait le droit international, la légitimité pour des groupes armés à exister, à opérer, et ensuite de ce qu'ils font concrètement, de la légitimité ou pas de leur mode opératoire. Et donc, ça veut dire que le Hamas, c'est-à-dire que vous pouvez être un groupe armé qui a le droit d'exister et d'opérer, par contre, vous ne pouvez pas tout faire. Vous n'avez pas le droit de tout faire. Et tout votre mode opératoire et les actions que vous allez déployer, elles tombent sous le coup des lois internationales. J'aimerais quand même dire un truc. Mais il faut rappeler aussi que le Hamas a été, ça a arrangé énormément Netanyahou. Alors c'est ça, je voulais terminer là-dessus. Vous l'avez laissé en compte. Voilà, je voulais terminer là-dessus sur le fait que les acteurs aujourd'hui qui sont dans le paysage que Israël a laissé, moi je trouve ça assez incroyable. C'est qu'on a d'un côté des Marwan Barghouti qui sont en prison depuis très longtemps et de l'autre on a des accords qui sont passés, des rencontres qui sont passées avec des dirigeants du Hamas. Pourquoi ? À qui ça sert ? Donc
Donc le Hamas ça a été documenté même par des médias israéliens, a été nourri sciemment par Israël pour déjouer la voie diplomatique qui était quand même portée par l'autorité palestinienne avec toutes les réserves qu'on peut lui opposer. Trop populaire en fait. Effectivement, et c'est-à-dire qu'on a des déclarations de Smotrich à la télé israélienne où il dit clairement le Hamas est un atout pour nous, l'autorité palestinienne est un fardeau. Pourquoi ? Parce que le Hamas est un interlocuteur que personne ne pourra entendre et avec lequel peu de gens infréquentables, alors que l'autorité palestinienne a une voie diplomatique, c'est apporter, qu'on le veuille ou pas, mais Arafat a porté une voie diplomatique. Il y a plus de 130 pays dans le monde qui reconnaissent l'État de Palestine grâce à tout ce qui a été déployé sur le plan diplomatique. Il y a eu un renoncement justement à la lutte armée pour développer la voie diplomatique. Et c'est Israël qui a ramené les Palestiniens à la lutte armée d'une certaine manière, en nourrissant le Hamas, en le finançant aussi, et ils ont été tellement, je crois, complètement à côté de leur pompe qu'ils ne se sont pas rendus compte que le Hamas allait se retourner contre eux. Est-ce qu'on peut même dire qu'en non, mais je pense qu'ils ne s'attendaient pas au moment où ils le soutenaient, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il se développe autant sa branche armée et qu'il finisse par... exactement. Comme Victor von ils pensaient que ça allait, rester un acteur qu'ils allaient pouvoir canaliser, maîtriser et toujours utiliser comme prétexte au blocage d'une processus de paix en disant regardez, il y a des gens extrémistes comme ça dans cette partie, dans la société palestinienne et c'est ça l'obstacle à la reconnaissance de l'État palestinien, etc., etc. Et sauf que je pense que personne ne s'attendait à ce qu'il se développe autant en termes de branches armées, etc. Et le problème, c'est qu'effectivement, c'est un combo perdant-perdant. Parce que ça a discrédité quand même, qu'on le veuille ou pas, d'une certaine manière, la cause palestinienne dans le monde arabe et dans plusieurs pays. C'est-à-dire qu'on a considéré que l'interlocuteur maintenant palestinien, c'est un interlocuteur qui commet les attaques du 7 octobre. Donc effectivement, ça dissuade, qu'on le veuille ou pas. C'est une réalité de terrain, c'est une donnée de ce qui se passe en termes de relations géopolitiques aujourd'hui. Et de l'autre, ça a donné à Israël, avec tous les soutiens qu'il y a eu des pays occidentaux, un discours, une rhétorique qui a voulu nous rendre acceptable un génocide. Animaliser les Juifs palestiniens, appeler à la destruction de toute Gaza, etc. etc. Dans un instant, de retour avec Rima Hassan en direct sur France Maghreb 2, dans le LGF, elle est notre invitée évidemment. Justement, du 7 octobre, j'ai une question à vous poser là-dessus dans un instant. Puis aussi, également, la complicité de certains États arabes. Je parle bien d'États arabes qui ne sont pas très solidaires avec les Palestiniens, c'est le moins qu'on puisse dire. On va en parler dans un instant avec Rima Hassan, qui est notre invitée aujourd'hui. Si elle l'accepte, mais je pense que oui, on prendra un ou deux auditeurs, Rima, avec plaisir. pour un peu voir ce qui se passe auprès du peuple, évidemment. Vous pouvez nous appeler de partout, puisque vous écoutez France Maghreb de partout en France, et en particulier à Marseille, où, je le rappelle, France Maghreb 2 est première radio franco-maghrébine. Donc Rima Hassan, aujourd'hui à Marseille, beaucoup t'écoutent aujourd'hui. C'est une fan de Marseille. Et je les salue d'ailleurs, parce que je rentre de Marseille là à l'instant. Et je suis rentrée ce matin, j'ai pris le train de 5 heures. Bon, il y a un petit accent. Un petit accent qui revient. Restez avec nous dans le LGF Rima Hassan sur France Maghreb 2. À tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Allez, notre invité en direct dans le LGF, c'est Rima Hassan sur France Maghreb 2, qui est, je le rappelle, convoqué pour apologie du terrorisme le 30 avril. Petit cadeau d'anniversaire, puisque c'est bientôt votre anniversaire, Rima. 32 ans. Franchement, très jeune. Et vous avez encore tout votre avenir. Question sérieuse. Pourquoi elles n'étaient pas sérieuses? Si, non, mais la question sérieuse. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre, ma chère Rima? Comment vous l'interprétez? Comment vous l'analysez sur ce qui s'est passé le 7 octobre? Est-ce que vous avez, été surprise à titre personnel? Oui, moi j'ai été surprise, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet parce que je m'attendais à ce que, j'alerte depuis un moment quand même sur le sujet, je l'ai redit tout à l'heure, mais les premiers plateaux que j'ai fait dataient déjà de janvier dernier, donc j'étais très en alerte sur ce qui était en train de se dérouler sous nos yeux. Moi, je m'attendais à ce que ça explose vraiment, mais plutôt du côté de la Cisjordanie. Je m'attendais à une troisième intifada,
à quelque chose qui allait vraiment venir des Palestiniens de la Cisjordanie. Précisément parce que j'avais le sentiment que Gaza, c'était plus qu'une prison, quoi. C'est-à-dire que j'avais le sentiment qu'on ne pouvait pas bouger les petits doigts à Gaza sans être surveillé de très près, ciblé, etc. Donc je m'étais pas du tout imaginé que quelque chose de cette ampleur pouvait se préparer sans que les Israéliens soient au courant ou qu'ils puissent justement l'anticiper. Et de quelle manière vous le éviter. qualifiez, donc, Rima Hassan? C'est une attaque terroriste? C'est un pogrom? Non, moi je reste, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je reste sur la définition que je vous ai donnée du Hamas, qui est d'abord un mouvement religieux avec une branche politique et une branche armée. Donc là, c'est sa branche politique et armée qui ont préparé cette attaque. Cette attaque, sur le plan du droit international, relèverait plutôt des crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité. C'est à définir, et ça, c'est le travail que devront faire les juridictions internationales. Et ensuite, c'est le mode opératoire qu'on qualifie de terroriste. Ouais. C'est le mode opératoire, en réalité, qu'on qualifie d'acte terroriste. Voilà, c'est le mode opératoire qui est utilisé dans le cadre de cette attaque. Et vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, moi je l'ai dit depuis le 7 octobre. Moi, Non, mais c'est bon de le rappeler. Moi, le mode opératoire du terroriste du Hamas, je l'ai dit, il date pas du 7 octobre de toute façon. Il est assumé depuis très très longtemps. Et simplement, là, il y a une ampleur qui est beaucoup plus importante au vu du nombre de morts et du nombre de civils aussi qui est touché. Une question par rapport aussi aux pays voisins, les pays arabes. La Jordanie, l'Égypte, les Émirats. Les dictatures, quoi, faut le rappeler. Comment on les appelle, comment on les qualifie, Rima Hassan? Ces pays-là? Oui. Dictature. Tout dépend de quoi vous parlez. Sur la cause palestinienne, entre Je guillemets, leur vois position. je vois le terme qu'il a en tête, moi, personnellement. Non, mais par rapport à leur action vis-à-vis de la mais Palestine. la question palestinienne, en fait, moi, c'est une question, je veux vous dire, elle est assez caricaturale. Moi, on me ramène toujours aux pays arabes. Mais moi, j'attends rien des pays arabes. Non, mais... Il vaut mieux, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je considère... Mais je veux dire, il faut désacraliser l'Union arabe. Elle existe dans les peuples. Mais elle n'a jamais existé du point de vue des gouvernements. Donc il n'y a rien à attendre mais non, des mais pays arabes. j'ai le sentiment qu'on se pose toujours la question comme si c'est quelque chose qui était là et qu'on aurait perdu. Non, mais mais c'est quelque chose qui n'a jamais été là. Ouais. Premièrement. Deuxièmement, je crois que les États arabes sont tout aussi cyniques que n'importe quel autre État à travers le monde, c'est-à-dire que chaque État aujourd'hui pense en fonction de ses intérêts et chacun pense en fonction de ses projections, en fonction de ses alliances. Et les États arabes, en réalité, là où on peut les qualifier, on peut penser la question de la traîtrise, c'est même pas vis-à-vis de la cause palestinienne, c'est vis-à-vis de leur propre peuple. Parce qu'en réalité, l'union autour, ce qui fait bloc autour de la question palestinienne, ce sont des peuples de la région. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que ces régimes trahissent d'abord les aspirations de leur propre peuple avant de trahir les Palestiniens. Mais moi, très honnêtement, je le dis, mais très sereinement, je ne me réveille pas tous les jours en me demandant ce que les pays arabes vont faire pour la Palestine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que la communauté internationale va faire et comment le droit international va être respecté et comment on est extrêmement minutieux et pointilleux sur ce respect du droit international. Mais je me soucie peu de ce que va dire le roi jordanien ou de ce que va dire le président de tel pays. Pas plus qu'un autre, je veux dire. Ce que je veux dire, pas plus qu'un autre. Je suis préoccupée par ce que va dire l'Angleterre, l'Allemagne, la Suède, les États-Unis et aussi, bien sûr, les pays de la région. Mais je n'ai pas une attente particulière de ces pays. C'est bien que vous J'ai une parliez de question. la... Oui, Nasser. Alors, vas-y, Nasser. Non, moi j'ai une question pour sortir un peu du conflit israélo-palestinien, parce qu'on parle beaucoup de ça, mais elle est quand même aussi candidate aux élections européennes. Et moi, la vraie question que je voulais te poser, Rima, demain tu es élue députée européenne, quelle serait ta première action dès que tu prendras ton poste? Celle que je vais lancer là dans les prochains jours déjà sur mes réseaux, c'est-à-dire un appel pour faire suspendre l'accord UE-Israël. Il y a une pétition que je vais lancer pour mobiliser vraiment les gens et les sensibiliser sur ce qu'est cet accord UE-Israël. Donc je rappelle, c'est un accord qui est conditionné au respect des droits humains, qui fait de l'Union européenne le premier partenaire commercial d'Israël avec environ 30% de ses échanges commerciaux. Et donc, une des premières mesures qu'il faut faire, moi, si vous voulez, je vois Israël comme l'Afrique du Sud ségrégationniste. C'est-à-dire que pour moi, l'enjeu maintenant,
outre la revendication d'égalité de droits, etc., qui s'inscrit dans la réalité du peuple palestinien et de ses revendications, il y a un enjeu qui consiste à isoler Israël politiquement, diplomatiquement, économiquement, et il faut le faire comme on l'a fait avec l'Afrique du Sud. Donc c'est une des premières mesures que j'aurais à cœur de porter, et c'est très important pour moi de rappeler, parce qu'on parle des élections, que le sujet palestinien, et moi c'est ce que j'essaie de porter dans cette campagne, c'est un narratif que j'essaie de porter, c'est que la cause palestinienne est un sujet européen. Absolument. Avant d'accueillir un C'est auditeur, un sujet. Jérôme Bonnet, qui brûle d'impatience de poser sa question. Oui, mais en fait, je le vois, je le elle vois. était assez en droite ligne de celle qu'a posée Nasser, et de fait, Rima y a partiellement répondu, parce que vous soulignez tout à l'heure que c'était difficile de mobiliser pour les européennes. Ce ne sont pas des élections qui passionnent les Français souvent, malheureusement, et que l'UE peut sembler assez loin de la Palestine. Donc je voulais vous demander concrètement, effectivement, quel rôle l'Union européenne, et donc sa représentation dont je le souhaite vous ferez partie, peut jouer dans le conflit israélo-palestinien concrètement. Mais quand je dis que c'est un sujet européen, ce que je veux dire, c'est que tout va se jouer ici. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les derniers États qui ne reconnaissent pas la Palestine, ce sont des États occidentaux et donc des États européens. Comme je vous le disais, il y a des enjeux commerciaux, économiques qui sont extrêmement importants et qui donne une assise au régime israélien aujourd'hui, et il y a cet accord UE-Israël, comme je vous disais, qui fait de l'Union européenne le premier partenaire commercial de cet État. Il y a la question des exportations d'armes, qui est centrale en Europe. Il y a l'implication des entreprises dans les colonisations. Il y a un rapport des Nations Unies qui a dressé une liste de plus de 100 entreprises qui sont impliquées directement et de façon active dans la colonisation et l'occupation. C'est-à-dire qu'ils déploient des activités de façon totalement illégale sur les territoires palestiniens, avec la complicité du régime israélien. Donc pour ça, on a une liste qui est très claire, étayée et éloquente des Nations Unies. Et toutes ces entreprises, majoritairement, ce sont des entreprises occidentales, européennes. C'est le plus grand marché du monde, le marché européen. Exactement. Donc c'est très très important de comprendre que ce qui va se jouer tant sur le plan politique, diplomatique, économique, va se jouer en partie au sein de l'Europe, et que nous avons tous les outils aujourd'hui en Europe pour pouvoir avancer sur ce sujet. Non, maintenant, il faut le porter politiquement jusqu'au bout. Et ça, j'ai une question importante. Oui, Gamal, vas-y. Alors, on va parler des questions juridiques, parce que la question palestinienne est revenue au devant de la scène violemment. C'était attendu 50 ans après la guerre de 73. C'est pas un hasard du calendrier. Et moi, je suis pas fan du Hamas, c'est pas le problème. Mais ce qui est certain, c'est que ça devait arriver parce qu'on avait enterré la Palestine. C'est-à-dire qu'on pensait que les Palestiniens étaient en mort cérébrale. Israël était certain de son fait avec sa puissance surdimensionnée. Donc, il y a une chose intéressante, parce qu'il faut jamais perdre de vue, non pas la complicité, mais l'action occidentale qui est première. Comme vous avez dit tout à l'heure, 137 États reconnaissent la Palestine, c'est que les gens du Sud. Et à part le Japon sous contrôle américain, tout le Nord est anti-palestinien pour des raisons qui sont idéologiques. Il faut se rappeler quand même une chose importante, et ça c'est intéressant, parce que le monde arabe est morcelé, mais il y a des pays arabes qui n'ont jamais trahi la cause. Je prends l'exemple de l'Algérie, pour prendre le pays que j'aime le plus, puisque c'est le mien. Il a porté la cause palestinienne. Ouais, je suis un petit peu nationaliste grave. À mort, j'assume. Donc, ce que je veux dire, c'est On peut que... y rajouter la Tunisie aujourd'hui. Oui, la Tunisie, absolument. l'Afrique du Sud, mais des pays qui ont subi la barbarie de l'apartheid ou de la colonisation. Et ils comprennent ce qu'est le fait colonial. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils ont porté une question à l'ONU, et là on parle de droit. Et c'est intéressant. La question de la reconnaissance de l'État palestinien. D'accord ? Donc au niveau des instances de l'ONU, sachant que certains pays européens commencent à revoir leur copie, parce qu'ils se rendent bien compte, l'Irlande, parce qu'il y a eu la colonisation des Anglais, mais les Espagnols, par exemple, qui commencent à revoir leur copie. Et là, il y a un coup à jouer. Mais il faut se poser la question, pourquoi, et c'est ça qui est intéressant, la plus grande puissance militaire mondiale et une des plus grandes puissances économiques que sont les États-Unis, a refusé catégoriquement la reconnaissance État, fait un veto, donc un déni de démocratie, pour empêcher que les pays du monde qui étaient tous d'accord à ce moment-là portent cette question pour que la Palestine soit reconnue. Pourquoi les États-Unis font ça ? Et qu'est-ce qui les autorise ? Sachant que leur argument, c'est de dire qu'il faut que le criminel reconnaisse la Palestine alors qu'il la refuse. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Est-ce que l'Europe peut avoir un poids à l'ONU pour contrebalancer ce veto américain ? Précisément, je pense que si nous arrivons à faire avancer le sujet en Europe, on va, en isolant en fait Israël, on isole aussi ses alliés. Et donc aujourd'hui, si on arrive à avancer sur ce sujet sur le plan européen, et effectivement ça avance, puisqu'on a même des déclarations de plusieurs
États européens sur la reconnaissance de l'État de Palestine, des engagements en ce sens, etc. Et même surtout des citoyens, parce qu'il faut le dire, il y a des sondages qui ont été faits notamment sur le fait qu'on a une majorité de personnes qui sont en âge de voter, qui s'opposent, qui demandent qu'il y ait un embargo qui soit décrété sur les armes qui sont exportées en Israël, qui demandent à ce que l'accord UE-Israël soit suspendu. Donc on a quand même une opinion qui est assez favorable sur ce qu'on peut porter. Et je crois que ce que craignent les États-Unis c'est surtout d'être isolés en raison de leur soutien à Israël. Et on a bien vu récemment les points de tension qu'il y a eu entre Biden et Netanyahou, où Biden se plaignait vraiment de ne pas être... d'avoir à composer déjà avec ils se détestent depuis Barack Obama d'ailleurs. Tout à fait. Donc je pense que les États-Unis, aussi grâce aux mobilisations qu'il y a quand même, il faut le dire, les mobilisations massives qu'il y a quand même dans les campus, dans les manifestations qui se déroulent, il y a une prise de conscience qui est inédite. Vraiment, moi, je le vis comme... j'étais pas là, mais quand j'entends des personnes plus âgées et que je me documente là-dessus, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre ce qu'on vivait au moment de l'Afrique du Sud, quand il y a eu les mobilisations à l'échelle internationale. Et donc là, les États-Unis vont faire partie, encore une fois, de cette dernière digue à laquelle on est confronté et qui sont les derniers soutiens d'Israël. Il faut quand même rappeler que pour l'Afrique du Sud, c'est pareil. On avait eu certains États... derniers États qui étaient occidentaux, dont Israël faisait partie par ailleurs, qui soutenaient jusqu'au bout le régime ségrégationniste sud-africain et petit à petit, les uns après les autres, ont fini par lâcher ce régime et se ranger à la raison. Donc, et notamment grâce au droit international, à la qualification de ce crime, à la Convention de 1973 qui a défini de manière objective et autonome le crime d'apartheid. Donc il faut avancer sur tous ces outils. Est-ce que vous redoutez la réélection de Trump à ce titre-là, comme vous évoquez les États-Unis là? On sait que déjà c'est lui qui a fait l'incroyable bourde de déplacer son ambassade à Jérusalem, qu'il est sous influence de son beau-fils, qui est quand même très sioniste. Est-ce que vous redoutez la réélection de Trump? Est-ce qu'elle pourrait représenter... Trump, il est insaisissable. Qu'est-ce qu'elle pourrait changer surtout? Il est insaisissable, c'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué de pouvoir savoir à quoi s'attendre avec Donald Trump, précisément parce qu'il n'a pas de boussole politique. Son précédent plan de paix, celui de son gendre en fait, et c'était les Palestiniens renonceront à leur terre si on leur donne de l'argent. On leur donne de l'argent. Oui, c'est quand même hallucinant. Oui. Il croit que tout s'achète avec l'argent. l'argent. Mais ce que je dis, c'est qu'il n'a pas de boussole politique, c'est-à-dire qu'il n'a absolument pas de boussole politique sur le sujet et c'est pas quelqu'un qui n'a par ailleurs un réel souci d'un avenir politique pour la région, donc c'est extrêmement dangereux pour ça. Et le deuxième point, c'est qu'il est insaisissable. Moi, je serais incapable de vous dire quelle est sa pensée politique, parce que je ne l'ai jamais entendu avoir ne serait-ce qu'une espèce de cohérence sur un sujet. Donc, Nasser Lajili. Moi je voudrais juste réagir, et surtout pour les auditeurs et auditrices qu'ils le sachent, parce que c'est hyper important. Là, nous, on a Rima Hassan qui nous a expliqué, qui nous a donné un peu son ressenti de toute l'actualité en ce moment. Mais je veux aussi m'adresser à tous les gens qui ont toujours voté à gauche, et particulièrement au PS. Je rappelle que Raphaël Glucksmann, parce que c'est hyper important. Je rappelle que Raphaël Glucksmann, il a voté contre la libération des 5200 prisonniers politiques palestiniens, à commencer les 170 enfants placés en détention par Israël en dépit du droit international. Raphaël Glucksmann, il a voté contre la qualification du crime de guerre de la réponse armée d'Israël dans la bande de Gaza, ayant conduit à la mort de plus de 35 000 personnes. Il a voté aussi contre l'utilisation de la notion d'apartheid pour qualifier la situation de... ça je l'ai dit, excusez-moi. Et il a voté aussi contre le soutien à la procédure entamée par l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice visant à faire cesser l'offensive israélienne. Ça, c'est du Raphaël Glucksmann. Ouais. Et je vous rappelle, pour pas le nommer, j'avais interpellé sur les réseaux sociaux Rachid Temal, qui est sénateur socialiste,
en lui mettant face à ses responsabilités sur ces questions-là, et il n'a fait qu'une chose, de me bloquer et de ne pas répondre et d'effacer tous les messages que j'avais transmis. Mais c'est hyper important parce que je pense que les auditeurs et auditrices n'entendent pas aussi, et ça c'est des choses qui cachent Glucksmann aujourd'hui. Parce qu'il ne voudrait pas que ça se mette au devant de la scène, parce qu'aujourd'hui, les résultats vont être... Il joue la carte des Ouïghours, il fait semblant d'aimer les Ouïghours parce qu'il n'aime pas les Chinois. Il faut expliquer que c'est parce qu'il n'aime pas les Chinois. Donc on est humaniste à géométrie variable. Par contre, il ne s'intéresse pas aux Rohingyas, où c'est très documenté, parce qu'en face, c'est Aung San Suu Kyi qu'il aime bien. Donc il faut faire très attention à ce monsieur, c'est un idéologue, et c'est le fils de son père. Le père, il ne cachait pas ses idées. Le fils est dans la même lignée. Bon, alors on va prendre un auditeur, si vous voulez bien, au 01 40 33 9000. Il y a Noir qui attend depuis très longtemps, qui est un sage. Noir. Bonjour Noir. Noir. Oui, bonjour. Merci infiniment de me prendre. J'essaie d'aller vite, mais j'ai deux petits, pour faire vite, deux petits désaccords avec Rima Hassan et une question. Je commence par ça. Deux désaccords, c'est son sentiment à propos de la passivité des États arabes. J'ai très bien compris sa motivation, mais je prendrai un seul exemple ou contre-exemple, c'est les pays occidentaux réunis absolument derrière et avec les États-Unis contre la Russie qui, si elle a fait cette invasion a été provoquée par des États-Unis essentiellement. Donc ils se sont ligués, les pays occidentaux se sont ligués pour défendre l'indéfendable. Je ne peux pas développer, c'est le droit international, c'est les accords entre la Russie signés entre l'Ukraine et le Donbass depuis 2014 ou 2015. Vous parlez des accords de Minsk, vous avez raison. Mais la Russie n'a fait que prendre la même position que les États-Unis en 62 la vie des cochons. Je ne développe pas, ça prendrait du temps. Mais premier désaccord. Deuxième désaccord sur l'utilisation du mot autodétermination. C'est pas elle seule qui l'a. C'est trop souvent utilisé. Alors pour les Palestiniens, alors que considérons le vote de 1947, c'est deux États permis par les Nations Unies. Que je sache, Israël n'a pas eu à faire son autodétermination. Il s'est proclamé État indépendant en 48. Et jusqu'à maintenant, je ne crois pas me tromper, Israël a interdit depuis le temps d'OLP, du leader Arafat, et à l'OLP et aux Palestiniens, de se déclarer État indépendant, bien qu'il ait fait à Alger et à Genève. Donc, pourquoi ? Et troisième question, et là, c'est un questionnement, pour un seul État binational, est-ce que ce n'est pas une erreur en considérant l'attitude des dirigeants israéliens venus majoritairement et gouvernant majoritairement État d'Israël, venant d'Europe et non pas les séparats, et considérant l'apartheid de l'Afrique du Sud, et quel poids ou contrepoids les Palestiniens, en cas de pays binational, pourraient défendre leurs droits, etc. contre ça, c'est les trois questions. Merci Noir, merci Rima Hassan. Les deux premiers, c'est plutôt des remarques. Donc, oui, ce que lui il appelle des désaccords. Oui, enfin, je vais pas forcément. Je vais surtout répondre sur le. Je sais pas si vous avez envie de commenter aussi. Si, non, mais c'est à vous que ça s'adresse. Hein. Ouais, C'est pas. Oui, enfin là, il nous faut 1 heure pour, si vous voulez, traiter de la question de la Russie, l'autodétermination. Bon, l'autodétermination, je vais être très clair. Je me réfère aux résolutions des Nations Unies. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le peuple palestinien est dans les résolutions qui traitent de la question de l'autodétermination. S'agissant de la question d'un État binational.
c'est une projection qu'il faut décorréler de ce qui se passe actuellement avec le régime israélien. Enfin, je veux dire, c'est une question de projection, c'est une question d'un idéal. Moi, quand je m'exprime là-dessus, je le fais dans la même lignée que des gens comme Edouard Saïd, qui le faisait déjà il y a 30 ans, qui est quand même un intellectuel palestinien extrêmement chrétien, extrêmement reconnu pour son engagement aussi, et qui, à 30 ans déjà, parlait de cette perspective-là. Ce que ça apporte, c'est de se dire, mais en fait, que les Palestiniens ne sont pas cantonnés à des espaces dans lesquels ils seront toujours soit menacés d'expulsion, soit menacés de bombardement, soit menacés d'un nettoyage ethnique ou d'une colonisation, mais simplement de se dire maintenant les Palestiniens comme les Israéliens ont une liberté totale de circulation, une égalité de droits, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'installer, acheter, se projeter, monter une entreprise partout où ils veulent, mais que leur spécificité de langue culturelle est reconnue, qu'ils ont accès à toute la terre. Je crois que c'est ce qui correspond aussi le plus d'une certaine manière aux aspirations du peuple palestinien, parce que aujourd'hui, quand on parle d'un État, oui, mais avec qui ? Je veux dire, faut pas oublier que la Nakba, c'est 800 000 Palestiniens sur 1,4 million. C'est plus de la moitié du peuple palestinien qui a été expulsé. C'est-à-dire qu'on là, on est en train de projeter un État palestinien qui, n'intègre pas le retour quand même de plus de la moitié du peuple palestinien, le droit au retour des réfugiés qui constituent plus de la moitié du peuple palestinien. Je rappelle qu'il y a 6 millions de réfugiés palestiniens qui sont recensés par les Nations Unies, avec une population gazaoui qui est en train de subir ce qu'on voit dans ce cimetière à ciel ouvert, qui sera absolument pas déconnecté avec la population de la Cisjordanie, avec ce qu'on appelle les Palestiniens d'Israël qui représentent 20% de la population israélienne et qui vivent là aussi dans une autre réalité. En fait, la réalité aujourd'hui du peuple palestinien, c'est une réalité de fragmentation. Donc la question de la perspective d'un État palestinien avec une réalité de fragmentation, c'est un défi énorme. Donc pour moi, la question de la survie des Palestiniens et des Israéliens, elle se joue autour de deux clés. La première, c'est que les Palestiniens puissent se libérer de toutes les formes d'oppression. Donc pour moi, ça suppose effectivement de sortir de la colonisation, de l'occupation, du blocus à Gaza, respecter le droit au retour des Palestiniens et sur une égalité de droits. Mais comme je le disais, de toute façon, c'est pas là que se porte le débat, puisqu'il n'y a aucun outil juridique, politique, diplomatique qui a été amorcé dans les instances internationales pour avancer dessus. Donc c'est Rima Hassan, comme Edouard Saïd le disait à 30 ans, comme parfois des personnalités israéliennes ont pu en parler, en disant c'est un idéal, mais politiquement, aujourd'hui je suis engagée avec une casquette politique, politiquement je ne peux pas mentir aux gens qui nous écoutent, il n'y a rien qui fait pour avancer là-dessus. Donc politiquement, les outils dont moi je vais disposer, c'est les résolutions des Nations Unies, et c'est un État palestinien aux côtés d'un autre État, mais, je le dis et le redis, je termine là-dessus, je souhaite aux Palestiniens d'arriver un jour à un statut qui leur permette de circuler sur toute la terre. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut rappeler d'où vous venez. Vous venez de Syrie, vous n'aviez pas de nationalité, on est d'accord ? De camps palestiniens. Voilà, d'un camp de réfugiés, effectivement. Ces milliers de camps qui ont été installés par... Et moi, je viens de territoires qui aujourd'hui appartiennent au territoire israélien. Tout à fait. Et ce que j'ai dit sur les plateaux de télé, c'est au nom de quoi je ne pourrais pas retourner sur le village de mes grands-parents. Ce qui n'est pas normal. Et ce qui est intéressant, c'est que la question de cet État arc-en-ciel que Mandela a voulu, c'est l'opprimé Mandela qui a proposé ça. Oui. En l'occurrence, l'oppresseur israélien, qui était l'oppresseur blanc en Afrique du Sud, n'en voulait pas. Oui. Donc la question qui se pose, c'est la question, ils ont parlé de la guerre des ventes, c'est la question numérique. Ce qui fait peur à Israël, c'est le rapport numérique. L'autre aspect que j'ai apprécié chez vous, et j'apprécie parce que j'ai déjà eu un débat contradictoire avec un sioniste, c'est la question de dire les Arabes israéliens. Ils nient tellement l'existence des Palestiniens qu'ils appellent Arabes et pas Palestiniens. Alors c'est Palestiniens israéliens qui auraient accepté d'être sous domination israélienne. Et moi, j'ai pas le choix. Et par provocation, je sais, mais par provocation, j'ai dit une fois, à ce moment-là qu'on aille jusqu'au bout, que tous les Palestiniens demandent la nationalité israélienne. On verra ce que ça donnera aux élections. Et là, ils ne le voudront jamais, évidemment. Alors, dernier mot, s'il vous plaît, et j'aimerais que Rima Hassan essaie de parler à ceux, et ils sont nombreux, qui ne sont pas encore sûrs de pouvoir aller voter le 9 juin, qui ont peut-être piscine, qui ont pique-nique, qui ont, je ne sais quoi, un week-end prolongé. Un mot, 30 secondes, Rima Hassan, pour convaincre ceux qu'on appelle les abstentionnistes ou ceux qui n'ont pas trouvé l'envie ou l'envie d'y aller. Saisissez-vous vraiment de cette échéance-là. Je ne suis pas sûre que ce qu'on est en train de vivre...
l'occasion que nous avons de porter cette cause, de la porter aussi loin, je suis pas sûre que ça puisse se représenter honnêtement politiquement avec cet agenda-là, c'est-à-dire avec autant de leviers politiques et même dans la société civile. Moi, je le vis en France depuis 20 ans, c'est la première fois que je vois vraiment des réelles perspectives et puis un sujet qui a autant pénétré les sociétés dans lesquelles on vit, les sociétés européennes. Donc saisissez-vous de ça si le sujet vous importe. Et le deuxième point de motivation, c'est que je l'ai dit, moi je viens de la société civile, j'aurais à cœur, j'oublierai pas les gens qui se sont mobilisés et j'aurais à cœur de faire rentrer avec moi les gens au Parlement. Donc quand je dis les faire rentrer avec moi, c'est les faire rentrer avec aussi leurs causes, leurs besoins, leurs revendications et de faire un maximum d'espace aux gens qui m'ont soutenu et de visibiliser leur lutte de tous les jours qui sont beaucoup de gens qui sont des héros du quotidien, qui ont énormément de choses à dire et donc voilà, l'idée c'est de les embarquer aussi avec moi. Donc il vous reste une semaine vraiment pour vous inscrire, c'est très important de vérifier que vous êtes bien inscrit. Et après d'aller voter surtout. Oui, mais d'abord il faut vérifier que vous êtes inscrit parce qu'il y a plein de gens qui projettent. Il faut bien dire que au jour des élections, il y a quasiment 20% des Français qui ne sont pas en mesure de voter parce qu'ils sont mal inscrits ou ils sont pas inscrits, ils s'en rendent compte le jour du vote. Donc il faut véritablement vérifier que vous êtes bien inscrit et aller voter le 9 juin. Rima Hassan, est-ce qu'on peut se faire une promesse ensemble ici sur ce plateau? Je reviens ici le 9 juin pour fêter ça avec vous. Voilà, c'est bon, c'est acté. Enfin, peut-être pas le 9 juin parce que je suppose que vous aurez beaucoup de choses à faire. Oui, mais en tout cas, courant juin. Voilà, courant juin. On se donne rendez-vous ici je viendrai pleurer avec vous peut-être si je perds ces élections. Merci en tout cas d'être venu sur France Maghreb 2, Rima Hassan. Merci à vous. Et puis bonne chance et tenez bon et bon courage pour le 30 avril beaucoup, merci et pour la de m'avoir suite. invité. Et à très bientôt Rima Hassan sur France Maghreb 2 dans un instant.